Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité très spécial. Il est brésilien, Paulo Figueiredo. Il est journaliste basé en Floride et nous allons parler des Twitter Fields. Bonjour Paolo et bienvenue à cette émission. Tout le monde parle des dossiers Twitter au Brésil actuellement et tous les regards sont tournés sur ce qui se passe au Brésil, mais j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. Et peut-être que tu pourrais juste prendre quelques instants, des mots pour te présenter et expliquer, vous savez, votre parcours avant que nous abordions les dossiers Twitter. Merci de m'avoir invité, Xavier. Je vois que maintenant, tous les regards sont tournés vers le Brésil à cause d'Elon Musk, ce qui est fantastique. Mais la censure en cours a commencé il y a quelques années, au moins en 2019, lorsque la Cour suprême du Brésil a ouvert une enquête censée enquêter sur les fausses nouvelles. Et je sais que ça peut paraître étrange que je viens de dire un tribunal a ouvert une enquête, car en général, les tribunaux n'enquêtent pas dans le monde occidental, n'est-ce pas? Le système accusatoire suppose que différentes parties mènent le procès et l'enquête. Mais ils ont décidé qu'ils avaient le pouvoir d'ouvrir une enquête car les gens les critiquaient. Et donc, ils ont dit que les gens les attaquaient. Ils ont remplacé le mot critiquer par attaquer. Et à cause de cela, après, ils ont utilisé l'enquête pour poursuivre les journalistes, les hommes d'affaires, les militants politiques, les influenceurs et même les gens ordinaires depuis 5 ans maintenant, et ils ouvrent d'autres enquêtes. Tout se concentre sur la Cour suprême. Cette justice est sous la main d'Alexandre de Moraes, qui est le dictateur de facto du Brésil. Alors, merci. Quand je me présente, je peux vous mettre dans le contexte avec mon histoire en 2022. J'étais le journaliste numéro 1 à la télévision au Brésil, signifiant que mon émission était la première en audience, en prime time, sur KBS, avec Bragla Télévision par câble. Nous avions entre 1,5 million et 2 millions de spectateurs en direct, 5 par jour. Donc le 30 décembre, après avoir critiqué et remis en question le système électoral au Brésil, et plus spécifiquement Alexandre Moraes, je me suis réveillé un jour avec mon passeport annulé par le tribunal. Je n'ai probablement pas été informé, mais j'ai reçu la nouvelle que tous mes réseaux sociaux autour du monde, environ 5 millions de personnes, étaient bloqués au Brésil. Donc, si vous êtes au Brésil, vous ne pouviez pas accéder à mes réseaux sociaux, sauf si vous êtes hors du Brésil. Il a gelé tous mes avoirs, comptes bancaires, actifs financiers, tous les biens que j'avais, tout gelé par la Cour suprême. Ils ont infligé une amende à chaque fois qu'ils ont décidé de parler et ensuite annulé mon passeport. Si je ne vivais pas aux États-Unis où j'habite depuis 10 ans, je n'étais même pas dans leur juridiction, mais si je vivais au Brésil, ils m'auraient mis en prison. C'est certain. Russell Flowers pour lui depuis un certain temps. Le Brésil a maintenant des milliards de sites fermés par des ordres de censure, comme nous pouvons l'apprendre des dossiers Twitter Brésil. Tous les autres médias sociaux ont partagé des informations de citoyens du monde entier, pas seulement des citoyens brésiliens, sans décision de justice, sans même une décision. C'est donc ça la situation au Brésil en ce moment. Et ce qui s'est passé, c'est que Elon Musk est devenu plus conscient de ce qui se passait. Et selon lui, le dos du chameau était moins solide. Alors le tribunal lui a demandé de supprimer des profils à l'échelle mondiale sans même les informer qu'ils étaient visés. Retirés par un ordre de la Cour suprême, il voulait être une En gros, plateforme. ce qui vous est arrivé, ou d'une certaine manière, ce qui vous est arrivé sans que vous sachiez comment, il demandait en quelque sorte à la plateforme de faire ça aux autres, ouais. Et Donc assumer vous la avez vécu responsabilité. cela directement. Maintenant,
Juste pour finir sur votre présentation, quand cela arrive, avez-vous reçu beaucoup de soutien de la part des gens? Les gens vous posent-ils des questions ou bien est-ce qu'ils vous oublient immédiatement? Non, je veux dire, le public brésilien a été très résilient. Ils m'ont suivi. Où que j'aille en ce moment, j'ouvre d'autres chaînes YouTube juste pour contourner la censure. Donc, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Et actuellement, mon émission de l'après-midi est le numéro un sur Internet. Lors du dernier show, j'ai eu plus de spectateurs que toutes les chaînes de télévision réunies au Brésil, soit C'est à peu près 45 000 ce personnes. qui est arrivé à Tucker Carlson quand il a quitté Fox pour partir sur X, Twitter. D'un coup, sur X a soudainement connu un afflux massif de public et est devenu instantanément populaire. Donc, en réalité, la censure vous vise spécifiquement, mais les spectateurs peuvent toujours vous contacter. Eh bien, ils ne pourraient pas lire s'ils pouvaient atteindre ma chaîne principale qui avait 1 million de personnes. Ce serait génial, j'aurais un public encore plus large que maintenant, je dirais. Mais nous souviens d'autres moments. J'obtiens les emails de mes spectateurs, j'utilise WhatsApp. Je me sers d'autres outils pour m'assurer qu'ils puissent savoir où je suis. Et les gens ont cherché des informations comme des fous au Brésil la plupart du temps. Eux, pas la majorité, mais je dirais qu'une bonne partie téléchargent des VPN pour accéder au contenu bloqué au Brésil. Et je pense que c'est l'avenir. Les gens vont commencer à utiliser de plus en plus les VPN. Des réglementations insensées et la censure que certains pays, y compris la France, qui est très en vue en Europe, essaient d'imposer. Cela ne va pas marcher. C'est une perte de temps et c'est un gaspillage de ressources de leur part. Ils ne peuvent pas conserver les informations pour toujours. Les choses vont, les gens vont trouver un moyen. Donc, en gros, Elon Musk a eu vent de l'histoire. Une équipe comprenant Michael Schellenberger a commencé à travailler sur les données Twitter du Brésil. Nous avons essayé de le contacter pour obtenir également les dossiers Twitter depuis la France. Je suis donc très content de voir que cela ne se passe pas seulement aux États-Unis, qu'il y avait des interventions, des fonctionnaires sur la chaîne Twitter. Pouvez-vous nous dire ce que vous comprenez? Nous sommes des initiés, des fans de Twitter au Brésil. Alors, les dossiers Twitter présentés au Brésil ressemblent à ceux des États-Unis. Je vais expliquer les similitudes et les différences. Aux États-Unis, sur les dossiers Twitter montrent que les officiels du gouvernement de l'État profond mettaient de la pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles suppriment ou réduisent discrètement la visibilité, les gens et le contenu. D'accord? C'était ça qui se passait. Ainsi, ils pourraient approcher Mark Zuckerberg ou les gars de Twitter et dire, regardez, il y a l'histoire de l'ordinateur russe qui est une désinformation russe. L'histoire de l'ordinateur de Hunter Biden, désolé, est de la désinformation. Alors, ne le publiez pas. Ou, oh, ce profil et ce profil. Vous devez l'invisibiliser. Vous devrez créer des mécanismes dans votre algorithme pour bannir discrètement les personnes au discours conservateur. Cela a été fait de manière informelle aux États-Unis, et c'est ce que nous avons appris avec les dossiers Twitter originaux. Au Brésil, nous avons appris la même chose, mais au lieu d'être fait de manière informelle par une agence de l'État profond, cela a été fait officiellement par Alexander Moraes. Il fit tout cela et il censurait les gens qui demandaient une réforme électorale pour changer le système au Brésil. Il les censurait, bien que critiquant l'un de ses collègues, il était le censeur. Le bannissement est arrivé aux membres actifs du Congrès brésilien de droite. Il faisait tout cela avec des journalistes comme moi. C'est ce que nous apprenons. Et en plus de cela, nous avons appris cela et il l'a fait pendant le temps des élections. Donc, il essayait de faire Twitter et franchement, transformant tous les médias sociaux en une arme pour la gauche, car l'audience des conservateurs serait limitée et l'influence de la gauche serait illimitée. Cela favorisait, bien sûr, son influence dans la balance, comme tout le monde doit le savoir. Bien dit sur l'élection au Brésil, et c'est ce qui a porté Lula au pouvoir. Une autre chose que nous avons appris, c'est ce que je viens de mentionner, qu'il demandait des informations personnelles de personnes, parfois simplement partageant un hashtag.
Et je ne parle pas d'un hashtag fou comme violon Alexandre Maury. Non, je parle de nous, un hashtag de boulettes imprimées et ce genre de choses. Les gens, les citoyens ordinaires partageaient ces informations et ils demandaient leurs informations personnelles. Donc, c'est un énorme abus de pouvoir, des pouvoirs du gouvernement sur les citoyens ordinaires. Et donc, évidemment, je veux dire, aux États-Unis, il y avait l'histoire de Hunter Biden, il y avait aussi tout le Covid et les militants de la vaccination ou ceux qui étaient en quelque sorte appelés anti-vax, peu importe. Mais ici, au Brésil, ce dont vous parlez est peut-être principalement affectant la démocratie parce que si vous regardez d'une certaine manière, c'est comme si vous pouviez contrôler les votes électoraux simplement en remettant en question la régularité de l'élection. En 2022, avez-vous découvert que vous aviez d'autres sujets tels que, je dirais, la pandémie ou le conflit Russie-Ukraine, peu importe? Eh bien, pour les dossiers du Twitter que nous avons, il y a des informations sur le COVID, la même chose. Le Brésil a eu un grand problème avec ça. Une partie des dossiers Twitter impliquait même une commission, un comité au Sénat qui demandait des informations sur des gens qui étaient des gens partageant des hashtags et tout ça. Et il le demandait sans ordre judiciaire aussi, des informations sur des gens qui étaient, en fait, partager les bonnes informations sur la pandémie qui était considérée comme de la désinformation à l'époque. Maintenant, nous savons. Donc, c'était définitivement un fait que le truc de la guerre en Ukraine, nous ne savons pas parce que les dossiers Twitter ne vont que jusqu'à mi-2022. Nous n'avons donc pas beaucoup d'informations sur la guerre qui a débuté récemment. Un peu avant, l'ensemble de données que nous avons, mais certainement de plus en plus d'informations, c'était censuré. Pouvez-vous imaginer, disons que Macron soit à nouveau candidat en France et qu'il demande Twitter et aux réseaux sociaux de bannir les hashtags contre lui, les hashtags contre, en disant que cela protège la démocratie et lutte contre la désinformation. C'est ce qui s'est passé au Brésil. On a banni les hashtags en faveur des adversaires en disant que cela protège la démocratie et que cela combat la désinformation. C'est ce qui s'est passé au Brésil. Donc, vous pouvez définitivement influencer le résultat d'une élection, surtout au Brésil. Parce que, comme vous le savez, Xavier, l'élection au Brésil c'était 51 pour Lula et 49 pour Bolsonaro. Donc, c'était moins de 2% de différence. Donc c'est très serré, la différence est minime. Vous auriez pu être réellement influencé. En gros, c'est ce que vous remettez en question. Bien sûr, nous avons pu voir cela aux États-Unis lors de l'élection entre Trump et Biden. En 2020, nous avons eu les mêmes problèmes. Il y a des questions, il y a encore des enquêtes en cours. Si nous nous tournons vers les gens au Brésil, parce que je pense que c'est vraiment important, je veux dire, quel est leur ressenti lorsque vous vous réveillez et que soudainement vous avez une histoire comme celle-ci qui éclate. Bien sûr, vous pouvez obtenir des informations de l'étranger, mais quel est leur ressenti? Cela signifie-t-il un retour à la tyrannie? Est-ce un retour à l'antidémocratie? Alors, je pense qu'il y a une grande partie de Brésiliens, et c'est principalement mon public en ce moment, qui se sentent orphelins parce que la seule chaîne de télévision que nous avions qui avait des commentateurs conservateurs, celui pour lequel j'ai travaillé, a dû tous les licencier sous la menace du ministère de la Justice du Brésil. Et ils l'ont fait. Et depuis que beaucoup d'entre nous ont été bannis des réseaux sociaux, ils sont devenus orphelins de bonnes informations. Ils doivent donc s'en tenir aux médias traditionnels, un moyen pour les médias traditionnels mourants de garder leurs téléspectateurs, car ils ne peuvent être surpassés. Dans un marché libre et équitable, et ces personnes sont désespérées d'informations. C'est une partie. Il y a une autre partie, et c'est la même chose dans n'importe quel pays. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ils veulent juste avancer dans leur vie. Ils veulent s'occuper de leur famille, de leurs affaires, des choses quotidiennes, et qu'ils ne font pas attention. Et ces personnes, qui sont généralement la majorité, ces personnes ont reçu un signal d'alarme avec cette histoire de Twitter, avec cette expérience, parce qu'il y a une grande chance que Axe, qui compte 30 millions d'utilisateurs au Brésil, le Brésil étant le quatrième plus gros marché pour Axe. Il y a une chance assez raisonnable que les actes soient interdits au Brésil. Donc,
pas seulement 30 millions de personnes, ce qui représente à peu près 15% de la population brésilienne. Ce n'est pas un mauvais exemple. Mais ces 15% sont vraiment des gens de la classe moyenne supérieure, des marchés financiers, des gens qui sont allés à l'école. Et les gens regardent cela en se disant, peut-être qu'on va trop loin. Peut-être que c'est trop, et comme je l'ai dit, c'était un signal d'alerte, non seulement pour le monde, car le monde prête attention au Brésil. Alors, je fais des interviews à la chaîne toute cette semaine et probablement la semaine prochaine. Mais c'est aussi un signal d'alerte pour ces Brésiliens qui ne faisaient pas attention à l'état de la démocratie brésilienne. Donc c'est important de réaliser que ce sont les classes moyennes à supérieures qui utilisent Twitter. Quoi qu'il en soit, un signal d'alarme. Maintenant, quand ils regardent les médias mainstream et le reste, y a-t-il des politiciens qui soutiennent réellement Elon Musk, tel Marcel Van Hatten, ou Eduardo Giro, qui a pris la parole pour dire merci à Elon Musk de se battre pour la liberté d'expression et de mettre le sujet sur la table. Car Elon Musk a été très clair, disant que je suis très heureux de fermer X. Il n'est probablement pas content, mais il le fera. Et il résistera à l'influence du juge Moraes. Eh bien, vous avez mentionné deux de nos meilleurs membres du Parlement et nous avons quelques bons membres dans l'opposition. Le Parlement compte 513. Les membres et le Sénat comptent 81 sur les 513 de la Chambre. Nous avons environ 130 et il y en a de bons. Ils en ont environ 10-20 et ils sont excellents. Et au Sénat, nous en avons environ 30. Ils sont bons. Et peut-être une demi-douzaine qui sont excellents. Pour la liberté au Brésil, ils n'ont simplement pas le nombre. Et ils sont terrifiés parce que de Moraes a déjà arrêté. Des membres du Congrès, et tu as perquisitionné la maison et le bureau de plusieurs membres du Congrès sur ces ordres. Il y a un homme, Daniel Severa, qui a publié une vidéo sur Internet le critiquant et il a été condamné à 9 ans de prison pour cela. Il y a un sénateur en fonction actuellement qui critiquait Moret en janvier ou l'année dernière. Cela fait plus d'un an sans aucune de vos réseaux sociaux et plusieurs d'entre eux sont en danger. Un député a perdu son siège. Et donc, il y a, quand vous voyez le sénateur Jérôme ou Nicolas Ferreira, Gustavo Gallo, Eduardo Bolsonaro, où vous avez mentionné Marcel Bonham, quand vous voyez ces gars parler, ils risquent sérieusement d'être emprisonnés et au moins de subir des réprimandes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Congrès au Brésil n'a pas agi. Il n'a probablement pas pris plus de mesures, si je devais deviner, et ce n'est pas une supposition. C'est une supposition éclairée. Je dirais que la majorité du Congrès on a marre de ça, c'est comme s'ils étaient fatigués, mais ils ont peur d'agir et c'est ce qui s'est passé pendant la dictature, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, vous avez mentionné le terme dictature, je veux dire, cela semble comme si le juge Moraes dépasse son pouvoir et il va utiliser son pouvoir à ses propres fins et sûrement cela va à l'encontre de la constitution brésilienne. À quel moment sera-t-il destitué? À quel moment les gens estimeront qu'il va trop loin? Qu'est-ce que ça va faire? Nous sommes tous intéressés de savoir si nous atteignons ce point ou non. Je pense qu'il a perdu beaucoup de soutien après ça. Il y avait un soutien énorme de la part de la communauté internationale, principalement les États-Unis. Joe Biden a fait un effort particulier pour soutenir de Moraes dans tous ses efforts et élire Lula. La semaine dernière, le directeur de la CIA était au Brésil et disait qu'il nous permettait de lutter contre la désinformation. C'était avant Musk, les dossiers Twitter. Et la réponse de Musk, il y a définitivement beaucoup de soutien de la France également. Vous savez comment Macron et Lula se regardent.
La semaine dernière, c'était presque comme la Saint-Valentin. Et à un moment donné, je pense qu'il va perdre beaucoup de ce soutien. Il n'a pas eu de sort pour battre la victoire de Trump aux États-Unis. Peut-être que Macron disparaîtra également en France. Je peux rêver. Et cela créera plus de sensibilisation et plus de pression pour que la communauté internationale, au point que le coût d'avoir de Moraes, qui fait presque tout par lui-même, et qui va trop loin. Alors, le système, l'établissement pourrait s'en débarrasser. C'est mon pari. Je sais que tu devais partir parce que tu as un autre entretien qui t'attend et comme tu m'as dit, tu enchaînes les interviews. Paolo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que tu aimes la France. S'il te plaît, J'aime si les tu as, amis. de revenir nous parler lorsqu'il y aura des nouveautés. Je t'accueillerai à nouveau dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et nous envoyons tout notre soutien le plus chaleureux aux Brésiliens qui luttent pour cette liberté d'expression parce que ce sont des temps difficiles et nous voulons nous assurer qu'ils le soient vraiment. Ici, en France, nous avons des partisans. Merci beaucoup et passez une très belle journée et bonne chance pour vos entretiens. Merci, j'adore la France. C'est l'un de mes pays préférés. J'ai visité plusieurs fois. Et qui sait, peut-être que le Parlement français organisera également une audience sur le Brésil, tout comme le Congrès américain va le faire. Les Parlements européens l'ont fait ou sont en train de faire. Peut-être aurons-nous une chance de raconter notre histoire en France aussi. Je suis sûr, je ferai de mon mieux pour que les politiciens français entendent dans cet entretien et aussi comprennent l'histoire sur le Brésil parce que nous devrions tous nous préoccuper lorsque les fonctionnaires dépassent leur pouvoir et impactent considérablement la vie des gens. Votre constitution a réellement la liberté d'expression inscrite dedans. Nous avons la même chose dans le premier amendement aux États-Unis et c'est vraiment important. Paolo, passe une très belle journée. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent aujourd'hui. Et nous suivrons cette histoire de très près à mesure qu'elle évolue. Passez une très belle journée, Paolo, et merci à tout le monde.